Nouveau jour qui se lève sur la première. Bienvenue à vous. Les petits matins, Manuela Salvi. Et nous sommes le 6 juin. La météo de ce jeudi s'annonce plus instable. Il y aura du soleil, mais voilé par des passages nuageux. Ils seront plus nombreux en montagne. Des orages sont possibles. Température, elles sont de saison, 22 à 24. Cet après-midi, retour du soleil. Demain, il fera un peu plus chaud, jusqu'à 25 degrés. Et ça continue samedi. Attention, ça va se gâter dimanche. Profitez. Infotrafic RTS. Sur la 13, au niveau du Saint-Bernardino, en direction de Coire, entre Rotenbrunnen et le tunnel d'Isla Bella, il y a des ralentissements à cause d'un accident. Le journal de ce jeudi 6 juin, le règlement du conflit fiscal des banques suisses avec les États-Unis se complique. Il irrite le Parlement. Le National a d'ailleurs décidé hier de suspendre temporairement l'examen de la loi urgente proposée par le Conseil fédéral. Les députés exigent plus d'informations, plus de détails. La commission de l'économie du National va envoyer aujourd'hui une liste de questions au Conseil fédéral, mais elle va aussi procéder rapidement à des auditions. Écoutez son président Christophe Darbelé, également président, vous le savez, du PDC. On aimerait aussi faire des hearings supplémentaires. Moi, j'aimerais surtout entendre les ministres des Finances qui sont responsables de leur banque cantonale, la socialiste à Bâle, la radicale à Zurich, peut-être aussi le responsable de la banque cantonale dans le canton de Vaud, pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils pensent de cet accord. On a sauvé un jour l'UBS dans ce pays, je pense qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, il y a même des banques cantonales qui sont dans le collimateur. La responsabilité ici est assez importante, mais jamais on va faire le bonheur des gens malgré eux. Je crois que les banques cantonales, que les banques dans le fond tout court, l'Association suisse des banquiers ou les banquiers privés nous disent une fois pour toutes, et pas seulement dans les salons feutrés, mais envers l'opinion publique d'abord, qui vont pas recommencer demain matin, et puis ensuite qui veulent ou non cet accord, parce que pour l'instant on n'a pas de réponse claire. Propos recueillis par Esther Coco, et le débat sur cette Lex USA est toujours à l'ordre du jour de la session d'été, mais son issue reste incertaine. Pas de date pour une conférence internationale de paix sur la Syrie. Elle devrait avoir lieu à Genève. Elle est ajournée faute de représentation légitime de l'opposition. Une deuxième journée préparatoire devrait avoir lieu toujours à Genève avant le 25 juin. Et hier, l'armée syrienne sur le terrain s'est emparée de la ville de Qusayr. Damas reprend la main, soutenue par le Hezbollah libanais, les armes russes et l'Iran. L'Allemagne ne veut pas de droits de douane sur les panneaux solaires chinois. Angela Merkel désamorce une guerre commerciale avec la Chine. Elle avait d'ailleurs donné des garanties la semaine dernière à son homologue chinois, Li Keqiang. Hier, Berlin a dit regretter une erreur de Bruxelles et a fait appel au dialogue entre la Chine et l'Europe. Les intérêts allemands sont menacés par la décision européenne. Berlin, Nathalie Versieux. La condamnation allemande de la taxe européenne a peu à voir avec le solaire. La République fédérale, un temps numéro 1 mondial de la production de panneaux solaires, a en effet perdu la quasi-totalité de ses parts de marché au profit des Chinois. Les Allemands ont subi quantité de faillites, de grosses PME spécialisées dans le secteur. Du coup, le panneau solaire allemand est quasiment mort et Berlin n'a plus grand-chose à perdre sur ce créneau. C'est donc bien autre chose qui motive les réactions allemandes, la peur d'une guerre économique entre la Chine et l'Europe. Malgré la crise de l'euro, l'économie allemande a jusqu'à présent échappé à la récession grâce à ses exportations, notamment vers la Chine. Avec 2,8 millions de voitures allemandes vendues l'an passé dans l'Empire du Milieu et 17 milliards d'euros d'exportation de machines-outils, l'Allemagne est le principal partenaire commercial de la Chine en Europe et Berlin n'entend pas perdre sa poule aux œufs d'or. Nathalie Versieux, RTS Info, Berlin. En Suisse, le loup qui a sévi dans la vallée de Conches en Valais sauve sa peau. Pas question de l'abattre. Il ne remplit tout simplement pas les critères du plan loup. Il n'a pas tué assez de moutons. 4 seulement. Il aurait dû en tuer plus de 25. Verdict rendu hier par les autorités cantonales et fédérales qui se sont concertées. La priorité sera donc accordée à l'amélioration de la protection des troupeaux dans la région. L'évêque de Sion, Norbert Brunner, renonce à sa charge. Sa demande a été acceptée par le pape. Âgé de 71 ans, l'évêque estime ne plus avoir la force nécessaire pour accomplir ses tâches et les défis qui s'annoncent. Il restera en fonction jusqu'à la nomination de son successeur, une procédure dont la durée est bien sûr incertaine. Tennis, Roland-Garros et l'impuissance de Stanislas Wawrinka qui affrontait hier Rafael Nadal. En quart de finale, le Vaudois a été sèchement battu 6-2, 6-3, 6-1. Et en demi-finale, Rafael Nadal affrontera le Serbe Novak Djokovic. Vous écoutez la première, il est 5h05.
Et c'est Sport Matin avec du tennis et la défaite de Roger Federer à Roland-Garros. Le Ballois a très mal commencé sa saison. C'est même le plus mauvais début depuis 10 ans. Aucun tournoi à son actif, une seule finale disputée et un énorme sentiment d'impuissance contre Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale. Comment expliquer cette baisse de régime? Esquisse de réponse avec Hervé Borsier. À la question « Comment allez-vous faire pour vous remettre de cette défaite ?», Roger Federer était très clair. Pas besoin de quelqu'un en particulier. Je suis assez âgé, je suis plus un bébé. Mais je vais avoir du soutien. Je pense pas que je vais rentrer, personne va partir dans toutes les directions. Roger Federer était très déçu, mais pas complètement abattu avant-hier lors de la conférence de presse. Mais tout de même, on a rarement vu le Ballois aussi impuissant face à Tsonga, sans avoir des réponses véritablement claires de sa part. Pour l'ancien capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, Georges Degnaud, le Ballois ne dévoile jamais ses problèmes. Roger est très ouvert au public, aux interviews, sur le plan humain, etc., etc. Mais il y a des choses dont il ne parle pas et qu'il garde pour lui. Et ces choses-là, je trouve que c'est très bien qu'il les garde pour lui. La réponse, c'est lui qui pourrait la donner. Et jusqu'à maintenant, ses réponses dans le passé, c'est son palmarès qui les dit pour lui. Avec son équipe, Roger Federer trouvera sans doute les réponses, mais pour plusieurs spécialistes du tennis, il pourrait, compte tenu du nombre de fautes inhabituelles commises contre Tsonga, à nouveau souffrir du dos. Alain Deflacieux, ancien journaliste de l'équipe, responsable du livre sur Roland-Garros. Peut-être qu'il n'est pas en très bonne santé, mais on disait qu'il avait un peu mal au dos. Il raconte qu'il porte un t-shirt sous sa chemise, alors qu'on a l'impression plutôt que c'est un corset pour lui soutenir le dos. Donc s'il a des petits pépins de ce genre-là, forcément il ne peut plus servir comme il a l'habitude de servir. Roger Federer a décidé de s'octroyer 7 semaines de pause, mais pour l'instant, cette option ne se révèle pas payante. Patrice Dominguez, ancien directeur technique national français. Rien ne remplace le fait de gagner. Même chez Roger Federer, même lorsqu'on a gagné autant que lui par le passé, on arrive ici en mal de confiance. On joue pas avec le même relâchement, avec la même insouciance, le même capital confiance qui permet dans une situation difficile, délicate, de contrer, de sortir un grand coup, de développer son jeu. Pour Marc Rosset, consultant RTS, Roger Federer paye peut-être une année 2012 très chargée. C'est une année qui suit une année olympique et que l'année passée il a énormément joué, qu'il a plus 20 ans. Donc quand vous avez des saisons comme ça très harassantes, on l'a vu avec Djokovic une année, Nadal, tout ça, ils ont de la peine l'année suivante. Donc Roger, il a beaucoup joué, il n'a pas passé autant de temps sur le terrain pour s'entraîner que ce qu'il voulait. Pour ça qu'il a fait cette pause de 7 semaines. Il l'avait dit qu'il avait besoin de récupérer, besoin de retourner sur le terrain pour retrouver un peu son tennis. Et si ça continue à être un peu comme ça, là il y aura peut-être des moyens d'avoir une sérieuse inquiétude, mais c'est un peu trop tôt pour être inquiet, quoi. Roger Federer prendra part au tournoi sur herbe de Halle afin de préparer Wimbledon. Dans son jardin, le numéro 3 mondial, tenant du titre, pourrait se refaire une santé physique et surtout morale. Sport Matin, préparé et présenté par Hervé Borsier. Peintre, écrivain, conférencière, médiatrice, elle multiplie les activités au service d'une grande cause, apporter la paix et le bonheur. Depuis son enfance, elle ressent une grande préoccupation pour l'âme humaine, les injustices et le rejet de la différence. Un bel idéal, pas seulement, car cet idéal, elle l'incarne et dans sa besace, elle a des outils. Elle en a beaucoup même. Bonjour Martine Libertino. Bonjour. Peintre, écrivain, conférencière, médiatrice, tout est important. Ou est-ce que vous avez un amour particulier pour l'une ou l'autre de vos activités ? Je crois que j'ai un amour particulier pour la diversité. Donc vous rassemblez tout sous le même important. Chapeau. Voilà, parce que si je faisais toujours la même chose, je m'ennuierais. Et un même idéal, la paix, le bonheur, c'est un idéal très élevé. Je pense que c'est un idéal, mais c'est également être raisonnable parce que est-ce que l'être humain à long terme peut vivre sans être heureux ? La recherche du bonheur est effectivement assez commune à toutes les latitudes et à tous les êtres humains. Cette recherche du bonheur, effectivement, on l'a tous en nous, mais elle est née surtout de votre histoire personnelle. C'est un moteur important. Je pense que c'est un moteur important parce que, de par ma personnalité, j'aime la vie, déjà, au départ.
Et ensuite, dans mon enfance, j'ai vu énormément de gens malheureux et négatifs, et j'ai toujours pensé que ce n'était pas ça la vie. Déjà toute petite. Toute petite, oui. J'ai toujours pensé que la vie c'était autre chose, et que tout ce que les adultes me racontaient n'était pas juste. Qu'il y avait quelque chose de beau. Et qu'il y avait quelque chose d'autre. Oui. Et qu'il fallait lever le voile. Et qu'il fallait simplement voir l'être humain avec d'autres lunettes. Mais ces lunettes-là, on dit souvent des gens qui ont un idéal très élevé qu'ils chaussent des lunettes roses. Je crois qu'il ne faut pas confondre idéal et utopie. Voilà. Donc l'idéal, pour moi, c'est une capacité de voir nos besoins et de les concrétiser dans le quotidien. Autrement, ce n'est plus de l'idéal, justement, ça devient l'utopie. De les ancrer dans le quotidien. D'ailleurs, votre dernier livre, Martine Libertino, aux éditions Duchamp, vos propres éditions. Oui, c'est juste. Sauver notre société, utopie ou réalité, vous préférez la réalité? Je préfère l'idéal et la réalité. Les deux. C'est pas mais c'est indispensable. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, la peinture, quelques mots sur ce geste assez particulier de jeter sur la toile des couleurs. Que vous apporte ce geste du pinceau? En fait, la peinture, c'est moi. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis à titre personnel, puisque c'est mon premier métier. Et je suis toujours peintre dans mon âme. Et j'ai absolument besoin de créer. C'est pour ça que j'aime la diversité. Donc la peinture, c'est aussi une recherche de beauté, c'est une recherche de pureté. C'est important, la beauté. Ah, c'est indispensable. Oui. Au même titre que l'amour. Oui. On est un peu dans la laideur en ce moment. Ou alors il faut voir la beauté derrière Disons la laideur. Donc il y a la beauté, il y a la laideur, et l'important c'est de mettre la beauté à la place de la laideur avec toutes les techniques de travail qui sont à notre disposition, et nous pouvons le faire. Et ces techniques, ces outils, vous en avez, je le disais beaucoup dans votre besace, c'est la médiation, la philosophie, la réflexion. C'est le dialogue qui est au cœur de vos actions. Alors en fait, j'enseigne ma philosophie, et par le biais justement de la médiation, par le biais des formations de médiateurs, etc., par le biais des conseils que je donne aux gens, de mon travail à l'étranger, j'enseigne cette philosophie. Mais le cœur en fait de mon travail, c'est d'enseigner ma philosophie. Et si vous deviez la résumer en quelques mots, votre philosophie, alors on a bien compris, le bonheur et la recherche du bonheur, mais... En quelques mots, un homme heureux ne fait pas la guerre. Voilà. Donc si on veut arrêter la guerre, il faut rendre l'homme heureux. Et nous pouvons le faire. Voilà. Ce n'est pas de l'utopie. Et pour rendre un homme heureux, il faut lui rendre sa dignité. Et reconnaître qui il est avec son histoire et son parcours. Et surtout que lui se reconnaisse tel qu'il est avec son histoire et son parcours, et qu'il apprenne à s'aimer. Mais souvent c'est dans le regard de l'autre qu'on se reconnaît. C'est l'erreur. Ah, c'est là où ça fait mal. Eh oui, toujours. Se reconnaître soi d'abord. Vous avez aussi un credo, Martine Libertino, ne pas attendre des autres ce qu'on peut faire soi-même. Exactement, bien sûr, parce que c'est le propre de notre société, c'est qu'on attend que nos gouvernants fassent le travail. On attend que notre chef d'entreprise fasse le travail, on attend que notre partenaire nous aime, etc., etc. Alors que nous devons nous-mêmes avoir cette capacité d'individualité, de liberté, qui nous permet justement de construire l'avenir de notre pays, du monde, sans attendre que les autres le fassent à notre place. Mais d'abord, c'est son propre avenir que l'on doit construire. En construisant notre propre avenir, on construit celui des autres, et c'est celui de notre pays. Donc c'est imparable. C'est imparable. Voilà. Vous y croyez en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est l'articulation entre individuel et collectif. Mais quand on est très malheureux, on commence par quoi? Alors, vous dites vous y croyez, je peux rajouter j'y croyais il y a 30 ans, et aujourd'hui j'en ai la preuve. Voilà. Donc je me souviens plus de la question suivante. Quand on est très malheureux, on commence par quoi? Alors quand on est très malheureux, disons que l'idéal serait de commencer par essayer de comprendre pourquoi nous sommes malheureux au lieu de mettre la faute sur les autres. Enfin, déjà. Donc arrêtez de se plaindre un peu. Disons que tout dépend de comment on voit la chose, parce que si on arrête de se plaindre et qu'on se dit les autres sont plus malheureux que nous, ça va pas non plus. L'important c'est de ne pas avoir honte de souffrir, de voir ses difficultés, de comprendre pourquoi nous avons ces difficultés, de voir en quoi nous sommes responsables de ces difficultés. J'ai pas dit coupable, attention, responsable. Et la nuance est de taille. Ah oui, bien sûr, et trouver justement les arguments pour pouvoir justement sortir de cette souffrance. Et quand un homme cherche, il trouve toujours. On trouve toujours les réponses. Il trouve toujours une petite perle, un diamant qui brille. Ça peut être une rencontre, ça peut être une émission de télévision, une émission de radio, un livre, voilà. Et on trouve toujours.
Ouais. On appelle ça parfois aussi de la sérendipité, c'est-à-dire que quand on est à l'écoute et en éveil, on trouve toujours quelque chose sur notre chemin. Vous intervenez comme médiatrice, vous formez des médiateurs à Genève, mais c'est surtout en ce moment en Afrique que vous travaillez. Non, je travaille aussi à Genève. Je n'ai jamais quitté Genève et je continue à C'est votre former. base. Voilà, c'est ma base et je suis très heureuse d'y vivre. Mais effectivement, je travaille aussi en Afrique et à Haïti. Et aussi à Tunis. Oui. Et là, c'est la médiation pour la paix, pour créer un monde meilleur. Voilà. Alors, la différence fondamentale entre la Suisse et ces pays-là, c'est qu'en Suisse, je travaille avec des gens qui peuvent travailler dans des entreprises, avec des médiateurs, enfin, des personnes de tous bords, alors que dans les pays en conflit ou sortant de conflit, je travaille particulièrement avec des personnes venant d'ONG et avec toutes les ONG locales pour mettre des programmes en place dans le pays. Et qui interviennent sur le terrain et sur ces terrains en conflit. Bien que actuellement en Suisse, je commence aussi à travailler avec mes élèves qui sont à la formation continue pour envisager de mettre certains programmes en Suisse qui me tiennent à cœur. En particulier dans le domaine des réfugiés, dans les prisons. Il y a beaucoup de travail à faire. On y reviendra sur ces projets que vous avez à Genève. Martine Libertino, invitée des Petits Matins, il est 5h16. Vous écoutez la première et vous avez bien raison. Peut-être. Tout est dans ce peut-être. Tu vas rire. Albin de la Cibonne, c'est son dernier album. Vous écoutez la première, 5h19. Les Petits Matins. Et c'est décalage horaire. On part à Amsterdam. Bonjour Sonia Johnson. Bonjour Manuela. Le directeur de la collection du Rijksmuseum vient de prendre une décision exceptionnelle dans le monde de l'art et des musées, mettre en ligne gratuitement
et en haute résolution, 40 000 images par an, des images tirées des œuvres d'artistes de renom, comme Van Gogh, Vermeer, Rembrandt. Alors le Musée national néerlandais d'art et d'histoire annonce cette avancée virtuelle juste après la réouverture de ses portes au bout de 10 ans d'une rénovation totale du bâtiment historique. Succès total. En effet, Manuela, c'est un bâtiment datant du 19e siècle et ce sont plus de 8 siècles d'art et d'histoire des Pays-Bas qui sont présentés au Rijksmuseum avec une collection dont la réputation est internationalement célèbre. Le 13 avril dernier, la reine Béatrix a ouvert officiellement la cérémonie à seulement 17 jours de son abdication en faveur de son fils, Willem-Alexander. Et l'enthousiasme pour ce nouveau musée du XXIe siècle est général et contagieux. Depuis son ouverture, ce sont des files interminables de touristes du monde entier qui attendent leur tour à l'entrée des portes ou à la mezzanine du restaurant. Au total, 1 700 000 visiteurs sont attendus. Pour Wim Pijbes, le directeur général, dont l'ambition première est, je cite, que chaque enfant néerlandais, avant ses 12-13 ans, voit la ronde de nuit de Rembrandt, le succès est total. Alors, quel est l'objectif du directeur des collections? C'est la base de données en ligne du musée? Alors Taco Dibitz, qui travaille pour le Rijksmuseum depuis 2002, a décidé d'aller à l'encontre de la position des musées les plus connus. Généralement, l'objectif annoncé est de protéger les œuvres célèbres, de les rendre le plus inaccessibles possible, en diminuant leur qualité, leur format ou encore en essayant de créer des applications mobiles rentables. Le respect des droits d'auteur a toujours été le maître mot, notamment en France, même si, comme chacun le sait, la vitrine du monde dominée par Internet rend tout contrôle extrêmement compliqué. En mettant en ligne et en haute résolution ces images des œuvres les plus réputées du Rijksmuseum, Taco Dibitz lance une véritable invitation publique à l'utilisation sous toutes ses formes des grands chefs-d'œuvre classiques. 125 000 images sont ainsi déjà disponibles sur le site Rijksstudio, mais l'objectif du Rijksmuseum est de mettre en ligne à terme 1 million d'images composant la collection. Nous sommes une institution publique, donc les œuvres et les objets que nous possédons appartiennent d'une certaine manière à tout le monde, a expliqué Taco Dibitz dans la presse. Avec Internet, il est tellement difficile de maîtriser le copyright ou l'usage des images que nous préférions autant que les gens utilisent une image de qualité plutôt qu'une mauvaise reproduction. Alors, est-ce qu'il y a d'autres musées aux Pays-Bas qui ont déjà développé une vitrine en ligne à la mesure de celle du Musée national ? Aux Pays-Bas, le musée des Tropiques fut l'un des premiers musées en 2001 à proposer une visite virtuelle de ses collections. Il est depuis longtemps considéré comme le lieu incontournable de la connaissance et l'étude des différentes cultures et sociétés de l'époque coloniale. Alors pourquoi il y a 10 ans un musée qui attirait autant d'années, tous les ans autant de visiteurs s'est-il doté de ce système en ligne permettant de visiter en quelques clics sa collection privée? 2 raisons principales ont motivé ce développement. La première parce que c'était techniquement possible et la deuxième pour se donner les moyens de partager ses objets et ses connaissances avec une plus large audience. Aujourd'hui, il y a 2 types de visiteurs qui utilisent fréquemment ce service culturel virtuel, les professionnels, anthropologues, historiens ou employés de musées, et les visiteurs physiques du musée qui veulent tout simplement savoir plus ou préparer leur venue. Alors en ligne ou en réalité, les musées d'Amsterdam ouvrent une nouvelle ère artistique très innovante. Van Gogh à portée de clic et en haute résolution. Merci Sonia Johnson. Merci. Une belle journée à vous Amsterdam. Pianiste fougueux, Raphaël Gualazzi s'amuse avec la pop, le classique et la chanson italienne. Le 23 juin, le Théâtre du Jura va vibrer au son de la voix de ce crooner, plusieurs fois disque d'or en Italie, qui a été l'invité d'une session Paradiso en avril. Retrouvez toutes les infos sur théâtredujura.ch. L'actualité musicale, c'est au quotidien dans Paradiso à 19h sur la première. Martine Libertino, invitée des Petits Matins. Vous avez créé, entre autres activités diverses et variées, toutes sous la même bannière. C'est au fond la recherche du bonheur et la paix dans le monde. Vous avez créé une école d'éveil à la philo pour les enfants. C'est important de parler de philo dès le plus jeune âge. Alors, ce n'est pas une école d'éveil à la philo, il y a une petite nuance, école d'éveil philosophique.
C'est-à-dire que c'est une école d'éveil philosophique par rapport à la vie en fait. Qu'est-ce qu'on peut développer déjà dès notre plus jeune âge comme philosophie de vie pour pouvoir plus tard ne pas souffrir et ne pas revivre toujours les mêmes situations dont on ne comprend pas la teneur. Donc effectivement, on ne va pas aborder les grands philosophes des pré-socratiques à Kant. Éveil à la philosophie, important effectivement de comprendre d'où on vient, quels sont nos moteurs et quels sont nos idéaux. Donc une école pas comme les autres. À Genève, c'est une fois par mois? Alors, les cours se pratiquent une fois par mois, 2 heures en fait, 2 heures de cours par mois, avec un animateur qui enseigne à l'enfant dès son plus jeune âge, puisque l'école commence à partir de 6 ans déjà. Il y a 3 groupes d'âge, de 6 à 12 ans. Ensuite de 6 à 11, ensuite de 12 à 15 et ensuite de 16 et plus. Et en fait, l'enfant apprend à reconnaître ses difficultés émotionnelles, apprend à se connaître, à reconnaître sa personnalité, apprend le dialogue, à dialoguer avec les autres. Tout à l'heure, vous parliez de dialogue, donc évidemment, c'est une des bases les plus importantes dans la relation de l'être humain lui-même et aux autres. Être en lien. Voilà, c'est très important. D'apprendre à parler de ses besoins, d'apprendre à se faire connaître, d'apprendre aussi à découvrir ce qu'est l'autre. Donc, c'est à travers le dialogue que nous pouvons le faire. Et ce qui est étrange et étonnant peut-être pour les adultes, c'est que les enfants très jeunes savent dire s'ils s'aiment, s'ils ne s'aiment pas, ce qui les fait souffrir et ce qui les rend heureux. Ouais. Ils sont plus lucides que les adultes. Disons qu'ils ont moins de mauvaises habitudes. Non, plus en lien avec ce qu'ils ressentent. Voilà, tout à fait. Oui. Mais vous parlez de philosophie, on pourrait parler de psychologie. Oui, mais disons que la psychologie a trait à ce que je suis à l'intérieur de moi, ce que je peux y découvrir. Alors que dans ce que j'enseigne, il y a une philosophie de base, quand même, qui est justement la recherche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la paix et de l'amour, qui pour moi est la base vraiment de tout ce travail. Parce qu'en fait, si on faisait tout ce travail juste parce que on est obligé de le faire pour apprendre à se connaître, ça serait pas drôle. Pour se sentir un peu mieux. Non, c'est pour un bonheur futur, c'est pour réussir dans sa vie plus tard, dans son travail. Que l'enfant puisse découvrir aussi pourquoi il est fait, parce que je vois que même à l'heure actuelle, alors que les parents sont beaucoup plus ouverts pour découvrir les besoins de leurs enfants, par exemple, certains métiers passent à la trappe parce qu'on a toujours quand même cette idée que si mon enfant est médecin, avocat, fait des études, c'est quand même mieux que par exemple que s'il est artiste ou autre, alors qu'en fait les enfants ont besoin vraiment d'être reconnus en tant que personne et non pas en tant que personne qui va se faire reconnaître dans la société. Ça, c'est toute la difficulté. Oui. Alors le rôle des parents, le soutien des parents est important. On ne casse pas ses enfants au cours d'éveil philo. Alors en fait, c'est important parce que dans cette école-là, l'enfant va se découvrir. Et en se découvrant, il est évident qu'il va découvrir aussi les petits travers des adultes qui l'entourent. Ce qui veut dire qu'il va avoir des remises en question, pas forcément des remises en question pour faire la guerre à la maison, c'est pas ça, mais des remises en question par rapport à ses véritables besoins, par rapport à à son idéal, à ce qu'il a envie de devenir. Donc si les parents eux-mêmes n'ont pas plus ou moins cette démarche à être à l'écoute de la transformation de l'enfant, de son changement, ça risque de faire finalement d'être contre-productif et de provoquer des crises familiales. Ben oui, bien sûr, parce que c'est vrai, parce que dans ce sens-là, l'enfant va rentrer à la maison, il va se sentir écouté, compris à l'école, il va rentrer à la maison, il ne va pas se sentir compris, et ça peut provoquer chez lui justement une difficulté à se sentir aimé. Alors que si les parents participent, ça ne veut pas dire qu'ils doivent venir au cours avec l'enfant, pas du tout, mais bien venir le chercher, discuter du travail qui a été fait, etc. Ça va permettre un nouveau dialogue à la maison et justement, souvent les jeunes sont capables de rentrer à la maison, de demander une discussion en famille avec la sœur, le frère, etc. Et ça crée d'ailleurs une meilleure entente dans la famille. Et c'est l'idée, Martine Libertino, d'une éducation précoce à percevoir son ressenti, à pouvoir le dire, à pouvoir dialoguer avec les autres. C'est l'idée aussi que plus on s'y prend vite, plus on gagne du temps. Ah oui, tout à fait, puisque je parlais tout à l'heure de mauvaises habitudes, dans ce sens que nous avons, nous, deux personnages. Nous avons une part de nous qui fait les bonnes choses et qui nous donne les bons conseils. Et nous avons ce que j'appelle notre subconscient qui, lui,
Un petit juge. Voilà, non, il faut pas lui en vouloir. Parfois, il est programmé comme ça. Et en tant qu'être humain, nous sommes maîtres à bord. Et en fait, l'enfant, au même titre que l'adulte, mais l'enfant déjà très jeune, se rend compte qu'il est maître à bord, qu'il a tous les pouvoirs et qu'il peut éduquer son subconscient. Donc, il devient l'éducateur. C'est risqué de dire à l'enfant qu'il a tous les pouvoirs. Ah, pas dans ce cas-là. Non, justement, c'est un sentiment de puissance. Pas du tout. Ça lui permet de développer sa responsabilité. Ça lui permet de développer une liberté bien comprise. Et ça lui permet de se rendre compte à quel point il peut justement construire sa vie et être responsable de ce qu'il attire aussi plus tard dans sa vie. Donc il ne va pas abuser de son pouvoir, au contraire. Il va en faire quelque chose de constructif. Vous semez des petites graines pour créer aussi des citoyens et des hommes et des femmes libres et responsables. Martine Libertino, invitée des Petits Matins, où il est déjà 5h30. Les informations avec vous, David Rakana. Œil pour œil, dent pour dent, Pékin lance une enquête anti-dumping sur les vins européens en représailles aux surtaxes imposées par Bruxelles sur les panneaux solaires Made in China. Une guerre commerciale qui inquiète la France, évidemment, qui réclame une réunion des 27 pour examiner la situation et parler d'une même voix, Joël Meskens. François Hollande en appelle à la solidarité européenne pour contrer les rétorsions chinoises. Jusqu'ici, Pékin fait juste monter la pression en lançant une enquête anti-dumping, mais la menace est claire, c'est celle d'un boycott de certaines importations et le vin est visé au premier chef. Ce serait un crime de lèse-république pour l'Hexagone qui est le premier exportateur vers la Chine avec 140 millions de litres vendus chaque année. En France, où le concept de démondialisation, cher à Arnaud Montebourg, connaît un certain succès, la décision de taxer les panneaux solaires chinois avait été très appréciée, mais on envisage nettement moins que l'arroseur puisse être arrosé. En demandant la solidarité de l'Europe, la France n'est cependant pas sûre d'obtenir gain de cause, car l'Allemagne n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle est le premier partenaire européen de la Chine et pour elle, le vin français ne vaut pas une guerre commerciale. Joël Meskens, RTS Info, Paris. 2 morts et 2800 blessés, dernier bilan des affrontements entre police et manifestants qui secouent la Turquie depuis près d'une semaine, bilan fourni par des associations de défense des droits de l'homme. 2 syndicats sont venus grossir les rangs des protestataires hier. Le défilé s'est à nouveau soldé par des échauffourées avec les forces de l'ordre. Dubitative, les Nations Unies, l'ONU accueille avec prudence les accusations françaises d'utilisation avérée de gaz sarin par les troupes de Bachar al-Assad contre la population syrienne. Le secrétaire d'État américain John Kerry a demandé à Paris de partager ses informations sur l'usage éventuel d'armes chimiques par le régime en place à Damas. Et sur le front diplomatique, la conférence de paix pour la Syrie, censée être organisée bientôt à Genève, n'aura peut-être jamais lieu. Après 5 heures de discussion, les Américains, les Russes et le médiateur onusien Lakhdar Brahimi n'ont pas été en mesure d'en dire plus hier, si ce n'est qu'ils espèrent pouvoir l'organiser en juillet. Et c'est la faute à l'opposition, Ariane Hasler. Oui, parce que sans l'opposition, pas de négociation et donc pas d'intérêt pour une conférence. Or, l'opposition est toujours en ordre dispersé. Hier, il a donc été décidé que pour que Genève 2 ait lieu, il fallait non seulement qu'elle se choisisse des représentants, mais aussi qu'ils soient reconnus par les autres participants comme des interlocuteurs légitimes. La question de l'opposition est évidemment cruciale, elle est aussi très pratique. En la mettant en avant, Lakhdar Brahimi a évité d'évoquer d'autres thèmes probablement abordés durant les 5 heures de discussion et qui ont peut-être aussi empêché d'annoncer une date pour Genève 2, comme par exemple le désaccord entre Russes et Américains sur la présence de l'Iran. Mais quelles qu'en soient là ou les raisons, hier on attendait une date pour une conférence de paix et à la place on a eu l'annonce d'un deuxième round de discussion, de préparation pour cette conférence. De quoi alimenter la thèse pessimiste qui dit que Genève 2 n'aura peut-être jamais lieu. En Suisse, la solution fiscale censée mettre un terme au bras de fer entre Berne et Washington reste à l'ordre du jour de la session d'été du Parlement, mais les parlementaires exigent d'en savoir plus avant de se prononcer. Le national a décidé hier de renvoyer le projet à sa commission de l'économie alors que celle du Conseil des États est censée rendre ses conclusions aujourd'hui. Le développement du réseau ferroviaire est sur les rails. Le national s'est aligné hier sur le Conseil des États pour octroyer une enveloppe de 6,4 milliards de francs jusqu'en 2025. La Chambre du peuple accepte de relever le taux de TVA d'1 pour 1000 de 2018 à fin 2030 pour aider au financement. Le dossier retourne aux États pour quelques divergences mineures. Les sénateurs persistent et signent. Ils ont à nouveau exigé hier l'organisation d'un scrutin rapide et sans contre-projet sur l'initiative populaire en faveur de la caisse maladie unique. Revers cinglant pour le ministre de la Santé Alain Berset qui s'est engagé à soumettre rapidement le texte au Parlement et en votation populaire.
Norbert Brunner renonce à la mitre et à la crosse. À 71 ans, l'évêque de Sion devance de 4 ans l'âge obligatoire de démission dicté par le Vatican, mais il dirigera le diocèse jusqu'à l'arrivée de son successeur. Départ justifié par son âge et l'ampleur de la tâche. Décision saluée par Claude Ducarreau, prévôt de la cathédrale de Fribourg, avec Pierre-Antoine Préty. Je trouve qu'il est bon que les évêques s'interrogent en conscience, dans la prière aussi devant Dieu, pour savoir s'ils sont encore à la bonne place pour accomplir leur mission. Après tout, ce sont des serviteurs. On n'est pas évêque pour soi, on est évêque pour l'Évangile et pour l'Église. Et par conséquent, il n'y a rien d'étonnant qu'on doive reconnaître à un moment donné, je ne peux plus, je passe la main. C'est à la fois sagesse, humilité et, j'ose peut-être le dire, sainteté. Maxime Le Forestier et Thierry Lhermitte, l'espace culturel CO2 de Bulle fête sa 10e saison cette année avec des spectacles d'envergure internationale et des créations locales. Une décennie qui lui a permis de se faire une place de choix dans l'offre culturelle romande. Pierre-Étienne Joie recueillit les précisions du directeur artistique Dominique Rime. Oui, on essaye en tout cas de faire un panachage. On fait aussi beaucoup confiance à plein de compagnies romandes qu'on suit depuis longtemps, de qualité et qui se produisent également là avec des têtes d'affiche parisiennes. C'est vraiment un panachage. On essaye de plaire au plus grand nombre possible. C'est un peu le schéma pour cette salle. Tennis, Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée de Stanislas Wawrinka hier en quart de finale du tournoi de Roland-Garros. L'Espagnol affronte le Serbe Novak Djokovic demain en demi-finale, alors que le tombeur de Roger Federer, le Français Joe-Wilfried Tsonga, rencontre un autre Espagnol, David Ferrer. Elle s'appelle Gloria McKenzie, elle a 84 ans et elle habite en Floride, dans le sud-est des États-Unis. La vieille dame a raflé 550 millions de francs hier à la loterie américaine, mais les autorités précisent qu'il ne lui restera plus que 350 millions après impôt. Les Américains se sont rués sur les billets pour tenter de décrocher la cagnotte gonflée par des tirages sans gagnant. Ah, c'était le moment à jamais, hein. Il suffit d'attendre et de gratter. C'était le journal de David Racana. La météo, Edmé Fleury. La situation s'annonce plus instable aujourd'hui en Suisse romande, avec un soleil voilé par des passages nuageux et de nombreux cumulus en montagne. À la clé, quelques averses parfois orageuses. Ces orages pourront s'étendre localement en plaine. Les températures se rapprochent des normes de saison, jusqu'à 22 à 24 degrés cet après-midi, 0 à 3000 mètres. Le soleil reviendra en force demain, malgré quelques cumulus en montagne et un faible risque d'averses locales en cours d'après-midi, jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée. Même programme samedi qui s'annonce estival. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 27 degrés en plaine. Profitons-en, une dégradation se profile pour dimanche. 5h37 sur la première. Belle journée à vous et bienvenue. Les petits matins, Manuela Salvi. Et Martine Libertino, qui a créé une école d'éveil à la philosophie pour les enfants. On en a parlé tout à l'heure. L'important pour vous, c'est l'éducation à la paix. Ça doit commencer très tôt, cette éducation à la paix. C'est au cœur de votre action. Vous l'incarnez aussi dans votre travail de médiatrice. On va y venir, mais d'abord peut-être une réaction à l'actualité. Vous avez un bel idéal, hein, la paix et le bonheur dans le monde. Or, quand on regarde ce qui se passe, on parle de gaz sarin en Syrie, de guerre commerciale avec la Chine. On est loin du compte. Ça vous décourage pas ? Ben justement pas, parce que justement s'il n'y avait pas cette actualité-là, je resterais dans mon atelier à faire de la peinture, vous voyez, voilà. Ça vous incite à l'action. Oui, justement, parce qu'en fait, si l'être humain avait compris ses leçons et s'il était capable d'être heureux et d'être assez généreux pour rendre les autres heureux, nous n'en serions pas là. Donc pour moi, c'est dans la logique de l'humanité. Et mon désir n'est pas de critiquer, de juger la société. Mon désir, c'est de lui apporter des clés si elle veut bien accepter de les utiliser. Des clés et des outils qu'il suffirait d'utiliser alors. Ah, ça pour moi, c'est clair que les clés sont là et lorsque chaque personne à titre individuel utilise ces clés, elle va pouvoir en faire profiter la communauté et je peux vous dire que les résultats sont toujours là. Ouais. Vous en avez la preuve. Ouais. Alors, votre travail de médiation, en quoi ça consiste pour vous la médiation ? Parce que souvent, on se dit, ben voilà, il y a un conflit, il y a deux personnes en conflit, et il y a un tiers qui se met entre les deux personnes en conflit et qui essaie de trouver une solution. Bon, justement, le principe dans notre société, la médiation n'est pas celui-ci. Hein. Le véritable principe dans notre société, c'est que le médiateur est censé
permettre à deux personnes de se parler pour trouver elles-mêmes les solutions. Ce n'est pas du tout le mien, parce que ça, pour moi, c'est l'idéal d'un ami, c'est pas l'idéal d'un médiateur. Un médiateur est censé quand même avoir la capacité de proposer des solutions et de montrer à chaque personne en quoi elle est responsable d'être dans la situation dans laquelle elle est. Et c'est à travers les solutions que le médiateur va proposer que les personnes vont pouvoir ensuite, dans leur quotidien, mettre en pratique ce qu'on leur a proposé. Donc pour moi, la médiation, c'est ça, c'est permettre à des personnes, à travers une difficulté, à travers un conflit, de connaître leurs difficultés émotionnelles et de savoir comment elles peuvent dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, appliquer justement ces clés, de connaître pourquoi, par exemple, j'ai des conflits réguliers avec d'autres personnes, pourquoi je me sens toujours mise à l'écart dans une entreprise, par exemple, parce que c'est vrai que il y a beaucoup au sein des entreprises de difficultés relationnelles entre les gens, et lorsque, par exemple, je me déplace dans une entreprise ou dans une institution et que je fais une médiation, ce que j'appellerais souvent aussi une restructuration d'équipe de travail, parce que avant la médiation, l'idéal serait qu'on fasse justement ce travail-là. Lorsqu'on fait la médiation, c'est que finalement c'est trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire, mais disons qu'on pourrait éviter. Première étape, c'est retrouver sa part, reconnaître sa part de responsabilité. Vous intervenez dans les entreprises, au fond, c'est d'abord les chefs d'entreprise que vous rencontrez. Pour les médiations, en fait, je suis appelée, en général par une entreprise, par une institution, parce qu'il y a un conflit. Ou alors, je travaille avec des chefs d'entreprise qui ont envie de donner plus de confort à leur entreprise, à leurs collaborateurs. Là, vous travaillez en amont. Et à ce moment-là, on restructure l'équipe de travail et je permets aux gens de se parler, parce qu'en fait, les gens se parlent pour savoir quel rendement va avoir l'entreprise, pour savoir combien d'argent on va gagner ou combien d'argent on ne gagne pas, mais on ne parle jamais d'amour au sein d'une entreprise. Et on s'imagine toujours que on va pouvoir mettre au vestiaire notre peau d'être humain. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On arrive avec nos difficultés, on arrive avec notre peur de ne pas être aimé, on arrive avec nos problèmes de communication. Et il est très important au sein d'une famille comme au sein d'une entreprise, comme au sein d'une institution, de pouvoir mettre tout ça sur la table. Est-ce que les responsables hiérarchiques ont une responsabilité supplémentaire ? Je dirais qu'on a tous une responsabilité, parce que oui, bien sûr que le chef d'entreprise a une responsabilité, puisque c'est l'âme de la maison. Donc c'est lui qui doit déjà donner la ligne directive. Est-ce que je veux faire du rendement ou est-ce que je veux aussi, bien sûr, pour arriver au rendement, est-ce que je veux rendre les gens heureux dans mon entreprise? Est-ce que je veux que tout le monde s'entende bien, qu'on puisse développer un idéal dans l'entreprise et puis découvrir le collaborateur qui est à côté de moi? En fait, il est fait pourquoi, il aime travailler dans quelle situation, etc. Et finalement, on se rend compte, justement, en travaillant de cette manière-là, que l'entreprise devient beaucoup plus rentable parce que les gens vont au travail en étant heureux. Des collaborateurs heureux rendre l'entreprise plus rentable, plus prospère. Parfois, ça a l'air paradoxal pour les chefs d'entreprise, mais ça ne l'est pas du tout. Pourtant, ils sont intelligents en général, ils devraient y réfléchir. En général. Oui. Vous intervenez aussi au niveau de la justice et de la police. Là, c'est aussi important d'avoir des médiations au fond pour retrouver une forme d'idéal, réfléchir sur les valeurs de ces institutions-là. Disons que c'est important pour tous d'avoir une vision équilibrée du pouvoir aussi. Vous voyez. Donc, lorsqu'on a un poste élevé ou lorsqu'on a un pouvoir par rapport à la population. Vous me parliez de responsabilité des chefs d'entreprise tout à l'heure. Là, je parle de responsabilité également, même d'autant plus que si on est un chef d'État, on doit se rendre compte que si on n'est pas là parce que on a de l'ambition, on devrait être là parce qu'on a décidé d'être au service d'un pays. Ouais, c'est différent pour moi. Hein. Mais finalement, tout cela s'apprend. C'est pour ça que je n'ai pas de peur par rapport à la société, que je n'ai pas de frustration, parce que je me dis, au fond, tout le travail reste à faire. Donc vous avez le sentiment, vous, Martine Libertino, d'être au service de... Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et la seule difficulté de notre société, c'est qu'on apprend aux êtres humains un métier, on apprend aux enfants à aller à l'école, on apprend à développer leur intellect, mais on ne nous apprend pas notre métier d'homme. Notre métier de vivre. Oui, c'est ça le problème. Il est simplement là. Voilà. Alors c'est un travail de titan, c'est un travail de fourmi, mais le résultat est là.
Il est là et vous formez des médiateurs. Martine Libertino, l'idée, c'est un peu la toile d'araignée, les petites graines que vous semez. On va citer votre dernier livre, Sauver notre société, utopie ou réalité. D'ailleurs, vous avez une grande ambition parce que, évidemment, on pense à la déclaration des droits de l'homme qui est un des fondements de notre société. Vous dites, non, on change et vous parlez de déclaration des responsabilités. Oui, exactement. Voilà, déclaration des responsabilités de l'homme. Et j'ai repris effectivement donc dans mon livre tous les articles des droits de l'homme et je les ai revisités à ma sauce à moi. Donnez-nous un exemple. Écoutez, malheureusement là vous me posez une colle parce que je ne connais pas mon livre par cœur, je ne l'ai jamais relu, donc je serai obligée de l'ouvrir et de vous lire quelque chose. Donc déclaration des responsabilités pour soi-même, pour les autres et pour la société. Voilà, c'est exact. C'est de pouvoir déjà prendre conscience de notre individualité, qui je suis, de quoi j'ai besoin, ne pas m'imaginer que être idéaliste c'est juste bon pour les artistes et pour les utopiques, mais n'importe quelle personne dans la société doit être en accord avec son idéal, parce que c'est de cette manière-là qu'il va réussir sa vie, parce que déjà il va trouver le métier qui lui plaît, et on travaille quand même un certain nombre d'heures par jour. Et un certain nombre d'années. Voilà, et il va pouvoir se déterminer dans la société, il va pouvoir se déterminer auprès de ses amis, dans sa famille, et c'est ainsi qu'on va pouvoir construire un pays digne de nous, avec une capacité justement de clairvoyance, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tant que nous n'avons pas réglé ces problèmes-là, l'être humain est toujours finalement esclave de ses émotions et de ses problématiques émotionnelles. Et vous me parliez tout à l'heure de l'actualité, mais justement le problème il est là. Vous voyez, quand on parle, j'entendais tout à l'heure parler des problématiques de la Chine actuellement avec la France, mais il fallait y réfléchir d'abord. Pourquoi l'Occident s'est intéressé à la Chine? Pas parce qu'elle aimait les êtres humains qui se situent en Chine. C'est parce qu'on s'est dit il y a des choses intéressantes à gagner. Voilà. On n'a pas réfléchi plus loin. L'usine du monde, d'ailleurs. Voilà. Et évidemment qu'après, on en retire les conséquences qui sont celles-ci. Donc, pour moi, rien ne m'étonne. C'est le retour de bâton. Martine Libertino, invitée des Petits Matins, médiatrice, formatrice de médiateurs. On ne l'a pas évoqué, mais vous travaillez aussi dans les zones de conflit, en Afrique notamment, elle l'évoquera. Vous écoutez les Petits Matins, il est 5h46. Les Moonrisers sur la première.
Rise Up, lève-toi par les Neuchâtelois de Moonriser. Levez-vous, 5h48, c'est l'heure. Bienvenue à vous. Les petits matins. Et c'est l'heure du réveil matin, Martine Libertino. Qui avez-vous choisi de réveiller ? Alors j'ai choisi de réveiller une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marie Bilkataria, qui travaille actuellement, qui est secrétaire exécutif de l'ADEA, c'est-à-dire l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Et j'aurai beaucoup de plaisir à l'entendre. Et quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Bonjour Jean-Marie Bilkataria. Bonjour madame. Vous êtes en Suisse établi à Tunis. Votre association, c'est un forum de dialogue. Vous avez suivi une formation avec Martine Libertino qui a changé votre vision du monde. Effectivement, j'ai suivi une formation en médiation avec Martine Libertino en 2005 et je me suis rendu compte que ça m'avait apporté beaucoup au niveau même de ma vie de couple, de ma vie de famille et sur le lieu de travail et même sur le plan social dans ma vie quotidienne. Et j'ai essayé d'en faire profiter à mes collègues aussi avec qui je travaille et j'estime que pour nous, éducateurs, ce type de formation est primordial parce que ça permet, disons, aux enfants, aux adultes, aux jeunes d'avoir une meilleure compréhension de leur fonctionnement émotionnel et puis de pouvoir développer des relations beaucoup plus sereines avec leur entourage, qu'il s'agisse de leur famille et de leur lieu de travail ou bien même au sein des établissements scolaires. Et voire même plus haut au niveau des États. Vous êtes aujourd'hui établi à Tunis parce que l'association a son siège temporaire aujourd'hui à Tunis. Vous collaborez beaucoup avec les ministres de l'Éducation. On sait qu'il y a beaucoup de travail en Afrique, beaucoup à faire au niveau des conflits. C'est une goutte d'eau, mais elle est essentielle. Oui, effectivement. En 2009, Martine Libertino a eu l'occasion de partager sa philosophie avec un groupe de 11 ministres de l'éducation lors d'une conférence que nous avons organisée avec le ministère kenyan de l'éducation à Mombasa. Et nous étions très surpris en bien parce que tous ces ministres étaient très intéressés par l'approche de Martine Libertino et c'est ainsi que certains d'entre eux ont décidé d'inclure cette approche dans le curriculum et puis en RDC par exemple de former tous les enseignants du pays à l'éducation pour la paix, vu son importance pour la paix dans les pays, condition sine qua non pour le développement durable de ces pays. Et l'Afrique, il y a 25 pays sur 54 qui sont en conflit ou à peine sortis d'un conflit. On dit souvent que l'Afrique est le continent de demain. À quelles conditions ? Bon, à condition que la population de l'Afrique soit bien éduquée et bien formée, notamment sa jeunesse. Les estimations disent que d'ici 2040, les jeunes en Afrique seront à peu près 800 millions et que si ces jeunes sont bien éduqués et bien formés, ils constitueront une force productrice beaucoup plus importante que celle de la Chine et de l'Inde réunies. Alors, vous voyez, si l'Afrique veut être le continent de l'avenir, il faudrait que ces jeunes puissent aussi bénéficier d'une formation qui leur permette de travailler harmonieusement les uns avec les autres et d'être le fer de lance aussi d'un développement harmonieux au niveau du continent africain. Alors, vous parlez d'harmonie, Jean-Marie Bilkataria, vous parlez d'économie, mais la spiritualité est aussi importante pour vous. Ah, bien sûr, la spiritualité, disons, au sens philosophique du terme, est pour moi le fondement même du développement humain. Et l'Afrique ne pourra pas se développer sans cette spiritualité au centre du développement durable, parce que c'est cette spiritualité qui permettra d'éviter tous les égoïsmes qu'on a aujourd'hui avec une minorité qui s'enrichit au détriment d'une majorité qui devient de plus en plus pauvre, alors que les ressources naturelles et les ressources en Afrique permettraient, disons, à l'ensemble des Africains de vivre en paix et puis de vivre en satisfaisant les besoins essentiels de chaque être humain.
L'Afrique, continent de demain. Merci Jean-Marie Bilkataria d'avoir été quelques instants l'invité des Petits Matins. D'ailleurs, à Tunis, il est 4h53. Vous retournez vous coucher? Oh non, je pense que je vais commencer à préparer ma journée. Et j'aimerais vous remercier pour cet appel et puis remercier Martine Libertino d'avoir pensé à moi pour cette émission. Bonne journée à vous. Belle journée à vous à Tunis. Au revoir. Au revoir. Au départ, c'est un simple projet immobilier à côté de la place Taksim, au cœur d'Istanbul, qui a mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, c'est un vent de contestation qui souffle contre le Premier ministre turc. Qui sont ces manifestants et quelles sont leurs revendications ? 15 minutes est allé à leur rencontre. Un air de mai 68 à Istanbul, un reportage à découvrir ce samedi à 12h45 sur La Première et en tout temps sur rtsinfo.ch. Martine Libertino, l'éducation à la paix pour éviter quoi? Le choc des civilisations dont on parle trop souvent? L'éducation à la paix pour éviter à l'être humain des frustrations, pour éviter à l'être humain de mal construire sa vie et donc d'arriver à la guerre, parce que la problématique est là. Au fond, c'est que nous avons l'impression ici d'être en paix, nous avons la prétention en Occident d'être en paix, mais en fait nous ne sommes pas en paix. Il n'y a pas de conflit armé, mais ça ne veut pas dire qu'on est en paix. Regardons ce qui se passe au niveau économique. Voilà, donc, nous avons exporté les guerres dans d'autres pays et chez nous nous faisons de la guerre d'une manière différente. Voilà. Par contre, ce qui serait intéressant peut-être d'approfondir, Jean-Marie Bilkataria a parlé de l'égoïsme et c'est un des fers de lance aussi de mon travail. Parce que la problématique de l'être humain, encore une fois, vous allez me dire c'est simple, mais c'est la réalité. C'est la peur souvent qui nous rend égoïstes. La peur, l'ambition, l'opportunisme, etc. Mais j'aimerais rajouter justement à cet égoïsme autre chose, c'est que pour que les êtres égoïstes et pour que les gens qui ont besoin de pouvoir puissent sévir dans notre société, il faut qu'il y ait une majorité de lâches qui les laissent faire. Voyez, voilà. Donc la base de mon travail, c'est d'apprendre justement à mes élèves et d'apprendre aux populations, en particulier en Afrique et à Haïti, puisque je travaille à Haïti, c'est d'apprendre à la population qu'elle a un pouvoir et qu'elle ne doit plus attendre de son gouvernement, qu'elle doit créer elle-même sa vie. Et au fond, si on réfléchit bien à la configuration d'une société, il n'y a pas tellement d'égoïstes. Il y a beaucoup plus de gens généreux, mais qui sont lâches et qui ont un sentiment de ne rien pouvoir faire, d'impuissance et qui baissent les bras. Et c'est ce que j'enseigne le plus à mes élèves en leur disant, mais si cette majorité de personnes généreuses arrêtaient de baisser les bras et décidaient d'agir, l'acte politique, c'est dans notre vie de tous les jours, à chaque seconde de notre quotidien. Et c'est comme ça qu'on pourrait changer le monde. Donc il ne faut pas lutter contre l'égoïsme. Il faut développer la capacité justement de ne plus être lâche et d'agir. Sortir de la lâcheté, c'est une invitation à agir. En conclusion de cette émission, en conclusion des Petits Matins, merci Martine Libertino. Merci à vous d'avoir partagé ces petites heures avec nous. Et on se quitte en musique à 5h et bientôt 57 minutes sur La Première.
Carla Bruni sur la première. Pas une dame, ne m'appelez pas madame, je vous appelle monsieur. Bonjour Simon Maté-Dorel. Bonjour madame Manuela. Tout va bien, la vie est belle. Jusque-là, tout va bien. Vous carburez à quoi le matin, vous? Oh, je carbure à l'adrénaline. Et vous? Pas mal, aussi. Oui, il en faut. La petite lumière qui s'allume. Votre invité à 7h35? Un ancien ambassadeur qui a parcouru pas mal de pays. Son dernier pays de résidence, c'était la Chine, rien moins que ça. Ambassadeur de Suisse à Pékin jusqu'à l'an dernier. Blaise Godet sera avec nous tout à l'heure en direct de Berne. Il viendra nous parler de ce qui se passe entre l'Union européenne et la Chine. Vous avez eu tout ça. Petite guerre commerciale. Je taxe tes panneaux solaires précise. et tu taxes mes vins. Est-ce qu'on assiste à un début de guerre commerciale? Est-ce que ça va aller loin? Et aussi, on se posera la question, comment est-ce que la toute petite Suisse isolée dans son coin a pu conclure un accord de libre-échange avec Pékin alors que d'autres n'y arrivent pas? Voilà, Blaise Godet sera avec nous à 7h35. À demain, Simon. À demain. Infotrafic RTS. Avec Kyocera, imprimante et copieur laser, kyocera-document-solutions.com. La circulation est fluide en Suisse romande. Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS. La météo est de mai fleurie. La situation s'annonce plus instable aujourd'hui en Suisse romande, avec un soleil voilé par des passages nuageux et de nombreux cumulus en montagne.